Il est 3h14 du matin dans le détroit d'Ormuz. Un drone de type Reaper flotte silencieusement sous le ciel obscur, ses capteurs braqués sur le littoral iranien, offrant à l'Amérique la seule vision nette de la route pétrolière la plus stratégique du monde. Puis un faisceau radar puissant, émis par une batterie dissimulée sur l'île de Keshm, accroche l'appareil. Une missile sol-air quitte sa rampe de lancement en moins de 5 secondes. L'ordinateur de bord du drone amorce une manœuvre d'évitement désespérée, mais le projectile est déjà là. Le Reaper se disloque en fragments embrasés et s'abîme dans les eaux sombres. Le regard de l'Amérique sur le Golfe vient de s'éteindre. Et sur le rivage, les moteurs à propergol liquide de 20 autres missiles commencent à rugir. Leur objectif ? Une base militaire américaine au Koweït. À ce même instant précis, les ordinateurs de défense américains n'affichent aucune cible à l'écran. La base est exposée en plein désert plat, couvrant une superficie équivalente à 500 terrains de football. Il est 3h28. À 40 mètres sous la surface, juste derrière la frontière iranienne, le sol se met à vibrer. 20 lourds camions, dissimulés sous l'apparence de conteneurs maritimes ordinaires, descendent lentement une route de gravier silencieuse. Leurs toits coulissent. À l'intérieur se trouvent des rampes de lancement mobiles, demeurées invisibles jusqu'à la dernière seconde pour tout satellite en orbite. 20 missiles balistiques de type Fateh 1110 s'allument simultanément, s'élèvent jusqu'aux confins de l'atmosphère, puis redescendent vers la base à 3 fois la vitesse du son. Mais ces missiles ne constituent que la première moitié de l'attaque. Tandis que les radars américains scrutent verticalement le ciel, 50 drones de type Shahed 136 décollent de la plateforme d'un camion et progressent en rase-motte. Le système de défense qui protège cette base est l'un des plus perfectionnés au monde. Pourtant, chaque système possède son point de rupture. Imaginez quelqu'un qui tente d'attraper des balles de tennis en chute libre. Lancez-en une ou deux, et il les saisit sans même réfléchir. Lancez-en 70 d'un seul coup, et il se fige. À mesure que les missiles et les drones convergent, les ordinateurs américains commencent à flancher. Les drones volent si serrés les uns contre les autres que les radars les identifient comme un seul et unique objet massif. Puis soudainement, ils se dispersent. Le système reste figé une fraction de seconde, incapable de déterminer quelle menace neutraliser en premier. Et la situation empire encore. La base tire sa première vague d'intercepteurs qui dérivent sauvagement de leur trajectoire et s'écrasent dans le sable vide. Les Iraniens ont activé un puissant brouilleur GPS, inondant la région d'un signal factice bien plus fort que le signal authentique. La base emploie ses meilleures armes, mais elle ne frappe rien. L'horizon s'embrase de 70 moteurs qui fondent sur elle. Tandis que le Koweït lutte pour sa survie, une toute autre forme de mort glisse silencieusement dans les eaux noires du golfe Persique. Un porte-avions américain avance à une vitesse de 30 mètres par heure. Ce navire est capable de percevoir le battement de cœur d'une baleine à des kilomètres de distance. Pourtant, le sous-marin iranien de classe Gadir a été conçu pour être invisible. Il est si petit qu'il ne produit tout simplement pas assez de bruit pour être détecté par un sonar longue portée. Depuis 3 jours, il repose sur le fond sableux, immobile, tandis que le porte-avions s'approche de lui comme un géant aveugle. Il y avait une raison pour laquelle le porte-avions constituait une cible aussi facile. Pendant qu'un émissaire américain rencontrait des représentants du gouvernement iranien, Washington avait ordonné à la flotte de rester calme et de ne pas paraître menaçante, afin de préserver les négociations de paix. Le porte-avions naviguait donc en ligne droite, à vitesse constante, la cible idéale pour un ennemi patient. Puis une alarme sonar retentit sur le destroyer de tête. Le sous-marin est sorti de sa cachette, à seulement 16 km de la côte. À cette distance, le porte-avions est une cible sans défense, et les destroyers ne peuvent pas riposter. Larguer une grenade sous-marine aussi près risquerait d'endommager la coque du porte-avions lui-même. Un bâtiment de guerre valant 13 milliards de dollars et abritant 5000 vies humaines est pris en otage par un sous-marin qui coûte moins qu'un seul chasseur américain. Ils ne peuvent même pas appeler à l'aide, car les Iraniens interceptent chaque signal dans les airs.
L'Amérique possède les armes les plus puissantes. L'ennemi détient la position parfaite. Un seul faux pas et l'épine dorsale de la flotte se brise. Malgré ce fantôme qui rôde sous la coque du porte-avions, l'ordre est donné. 2 chasseurs furtifs de type F-35 sont catapultés du pont dans la nuit. Leur mission est claire, localiser et détruire les stations radar mobiles sur l'île de Keshm, qui guident les missiles vers le Koweït. Mais les Iraniens n'ont pas enfoui ces systèmes radars dans des bunkers en béton, ni ne les ont dissimulés sous des filets de camouflage. Ils les ont garés dans de simples conteneurs métalliques peints en couleurs vives, au cœur même du port commercial de Bandar Abbas, entouré d'énormes navires civils chargés de pétrole, de denrées alimentaires et de médicaments destinés au reste du monde. Tirer un missile dans ce port pour détruire les radars signifie tuer des centaines de civils innocents et couler les navires de nations neutres. Les gardiens de la Révolution misent tout sur l'hésitation des Américains. Chaque seconde d'attente est une seconde de plus accordée aux missiles pour frapper le Koweït. Alors, les F-35 tournent en rond à 9000 mètres d'altitude, invisibles et impuissants, tandis que les radars dissimulés dans ces conteneurs pulsent sans relâche, guidant la prochaine vague de drones vers la base. Puis le silence est rompu par l'arrivée d'un EA-18G Growler, l'appareil dans l'ombre duquel le F-35 survit en se cachant. Le Growler est un prédateur bruyant. Les Iraniens croient que leur brouillage leur confère un avantage en noyant toute la région sous un flot de parasites. Mais le Growler porte avec lui une arme qui transforme cette force en vulnérabilité mortelle. Il utilise la localisation passive d'émetteurs. Plutôt que d'émettre son propre faisceau de recherche, l'appareil se contente d'écouter. Le signal brouilleur iranien est un cri permanent dans l'obscurité. Et pour le Growler, ce cri est un phare dans la nuit. L'appareil n'a qu'à suivre le son. Sous son aile, un missile de type AGM-88 s'allume. Il ne cherche aucune silhouette. Il traque le souffle électronique d'un radar. Sur l'île de Keshem, le commandant iranien voit le danger apparaître sur son écran et comprend que le piège se referme autour de lui. Ce radar est censé guider ses missiles, et la destruction pénètre dans son conteneur en suivant ce même faisceau qui le trahit. Fut développé à l'origine, son rôle n'était pas de couler des navires ni de détruire des chars. Il était conçu pour une seule chose, tuer des hélicoptères soviétiques en Afghanistan. Une arme anti-char qui n'a jamais chassé de chars au départ. Elle chassait des hélicoptères. Et ce soir-là, elle chassait des bateaux rapides dans le golfe Persique. C'est là que réside toute la philosophie de cette nuit. Chaque arme américaine fut utilisée autrement que prévu, détournée, réinventée sur le champ de bataille. Une roquette des années 70, équipée d'un cerveau laser à 25 000 $. Un missile anti-char transformé en tueur de hors-bord. Un destroyer qui ne tire pas une seule torpille, mais noie un sous-marin sous la pression acoustique. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'ingénierie appliquée à la guerre en temps réel. Revenons maintenant en arrière, quelques heures avant l'aube, pour comprendre ce que ressent réellement l'équipage du sous-marin iranien dans ses dernières minutes sous l'eau. Imaginez un cylindre de métal de moins de 40 mètres de long. À l'intérieur, une vingtaine d'hommes. Les batteries s'épuisent. L'air devient rare. Chaque explosion sous-marine fait vibrer les parois comme si quelqu'un frappait une cloche géante avec un marteau de forgeron. Les oreilles saignent, les jauges tremblent. Le commandant sait que s'il ouvre les tubes lance-torpilles, les hydrophones américains l'entendront instantanément et la réponse sera fatale. S'il tente de fuir en faisant tourner les hélices, même résultat. Il est immobile dans l'obscurité, cerné par des explosions calculées, pendant que le temps tourne contre lui, seconde après seconde. La capitulation n'est pas une défaite symbolique, c'est la seule option qui lui laisse encore une chance de voir le soleil. Quand le petit kiosque noir crève enfin la surface, à quelques centaines de mètres du flanc du porte-avions, le contraste est saisissant. D'un côté, une muraille d'acier de 300 mètres, chargée d'avions, de missiles, de radars et de milliers d'hommes entraînés. De l'autre, une boîte métallique rouillée qui émerge en crachant de l'eau salée, avec à son bord une équipe à bout de force, les mains vides et les yeux rougis par le manque de sommeil. Les Américains n'ont jamais eu besoin de le couler.
ils ont simplement attendu qu'ils capitulent. La patience comme arme absolue. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, les nouvelles arrivent à Téhéran par fragments. D'abord le silence des stations radars, puis les confirmations de pertes de drones. Ensuite, les signaux fragmentés en provenance des vedettes rapides, certains interrompus au milieu d'une transmission, remplacés par du vide. Les commandants de la garde révolutionnaire tentent de reconstituer l'image d'ensemble à partir de miettes d'informations. Mais les liaisons de données haute vitesse qui leur permettaient de coordonner leurs opérations à travers toute la région ont été détruites avec précision. Ce n'est pas seulement de l'équipement qui manque. C'est la capacité même de comprendre ce qui se passe, de savoir où sont ses propres forces, de distinguer l'ami de l'ennemi sur la carte. Un état-major aveugle dans une pièce sans fenêtre qui donne des ordres à des troupes qu'il ne peut plus atteindre. Il y a une expression militaire pour désigner ce phénomène, le brouillard de guerre. Mais cette nuit-là, ce brouillard n'était pas naturel. Il avait été fabriqué, calculé, injecté dans le système nerveux iranien par des équipes spécialisées dont on ne prononcera jamais les noms dans les journaux. Des officiers du renseignement électronique qui passent leur nuit à cartographier les fréquences ennemies, à identifier les vulnérabilités dans les protocoles de communication adverses, à préparer des attaques invisibles qui ne ressemblent à rien de ce que l'on imagine quand on pense à la guerre. Pas d'explosion, pas de flamme, juste du silence, là où il y avait de la voix, du bruit, là où il y avait de la clarté. Les hardliners qui ont ordonné l'assaut final des 30 vedettes n'étaient pas des incompétents. Ils connaissaient les statistiques. Ils savaient que dans des eaux encombrées, des embarcations légères et rapides peuvent théoriquement submerger un porte-avions en saturant ses systèmes défensifs. La doctrine est ancienne. Elle remonte aux études sur les batailles navales dans le détroit d'Ormuz, aux simulations jouées et rejouées pendant des décennies dans les académies militaires de la région. L'idée est simple. Si vous envoyez suffisamment de cibles simultanément, même le meilleur système de défense finira par être dépassé. La quantité comme stratégie de survie face à la qualité technologique. C'est ce que les théoriciens appellent la saturation défensive. Mais cette doctrine repose sur une condition fondamentale, que l'adversaire ne vous détecte qu'au dernier moment, lorsqu'il est déjà trop tard pour réagir de manière coordonnée. Cette condition n'était pas réunie. Les capteurs de la flotte américaine suivaient les vedettes depuis leur sortie des abris côtiers. Les hélicoptères étaient déjà en l'air avant que les moteurs des bateaux ne soient à plein régime. Et 3 milles de distance représentent une éternité pour un missile Hellfire, mais une frontière infranchissable pour une mitrailleuse de bord montée sur une coque en fibre de verre. Les vedettes n'ont jamais eu la possibilité de tirer une seule salve. Les 6 premières ont disparu en moins de 60 secondes. Les suivantes ont regardé les boules de feu s'élever au-dessus de l'eau et ont compris, dans ce moment de clarté terrible, que le raisonnement sur lequel reposait toute leur stratégie était faux depuis le début. Fuir est un instinct de survie. On ne peut pas leur reprocher. Mais la retraite de ces 24 embarcations restantes représente quelque chose de plus profond que de la lâcheté. C'est la reconnaissance d'une vérité que la garde révolutionnaire refusait d'admettre depuis des années. Que l'asymétrie supposée en leur faveur, l'idée qu'un adversaire technologiquement supérieur peut être déstabilisé par des moyens bon marché et nombreux, cette asymétrie s'était retournée contre eux. Les Américains avaient trouvé comment être asymétriques en retour. Des roquettes des années 70 avec un cerveau laser, des missiles anti-chars qui chassent des bateaux, des destroyers qui capturent des sous-marins sans tirer un seul torpille. La technologie n'est pas une ligne droite, elle bifurque, se réinvente, trouve des applications que personne n'avait anticipées. Quand le soleil monte enfin au-dessus de l'horizon du golfe Persique, la surface de l'eau reflète une lumière paisible et presque indifférente. Les vagues ne gardent aucune mémoire des explosions de la nuit. Les débris des vedettes coulent ou dérivent vers des rivages anonymes. Le sous-marin est remorqué, encadré par 2 frégates, transformées en prises de guerre silencieuses. Les systèmes radars de la garde révolutionnaire ne sont plus que des champs de cratères fumants dans le désert. Les drones, ceux qui n'ont pas été abattus, se sont écrasés faute de guidage
leur circuit consumé par l'absence de signal. Et la flotte américaine tient son cap, réapprovisionnée, intacte, les radars tournant librement sous le ciel clair. Il y a quelque chose d'étrange dans les guerres qui ne ressemblent pas à des guerres. Pas de ligne de front, pas de tranchées, pas de communiqués officiels pendant les opérations. Juste des fréquences radio qui se taisent, des écrans qui s'éteignent, des équipages qui remontent à la surface avec les mains levées. La violence était réelle, les morts aussi. Mais la bataille la plus décisive de cette nuit n'a pas eu lieu dans le ciel ni sur l'eau. Elle a eu lieu dans le spectre électromagnétique, dans cet espace invisible où les signaux voyagent à la vitesse de la lumière et où celui qui contrôle l'information contrôle tout le reste. Aveugler l'ennemi avant qu'il ne puisse frapper. Lui laisser croire qu'il voit encore quelque chose jusqu'au moment où il est trop tard pour corriger le tir. C'est une forme de guerre que les manuels d'histoire décrivent mal, parce qu'elle ne produit pas d'images spectaculaires, pas de charges héroïques, pas de bannières plantées sur des collines conquises. Elle produit du silence. Et parfois, le silence est la victoire la plus totale qui soit. À l'origine, il n'avait pas du tout été conçu comme une arme. L'idée première était celle d'un outil de défrichage robuste, un moyen pour les hélicoptères de se frayer un chemin à travers les broussailles épaisses, les arbres et les obstacles, afin que les blindés puissent progresser en terrain difficile. Et cela dit tout sur la guerre moderne. Ce qui compte, ce n'est pas la fonction initiale d'une arme. Ce qui compte, c'est l'étendue de la destruction qu'elle peut provoquer dès lors que les règles cessent d'exister.